Alors le pédalier n'a pas de registre à lui. On dit qu'il est en tirasse, donc on est obligé de mettre les registres du grand orgue. Par exemple ici je tire la montre harmonique du grand orgue. Et je vais avoir au pédalier le même registre qui va tirer sur le clavier du grand orgue. Alors visuellement, donc j'appuie sur les touches du pédalier ici avec les pieds. Mais visuellement, on voit que c'est les touches du grand orgue qui sont tirées. Mais très concrètement, Florian, comment le son est produit ? Alors, ce sont les tuyaux évidemment qui produisent le son. Et on a deux familles de tuyaux dans l'orgue. Alors ici, c'est la famille la plus importante en nombre. C'est les tuyaux à bouche. Donc le tuyau, en fait, c'est comme un petit corps humain. Il y a le pied, il y a le corps, il y a la bouche qui est ici, qui a un biseau comme la flûte à bec. Et pour diriger le son, certains en ont, certains n'en ont pas. Il y a des oreilles. À l'intérieur, si on regarde bien, il y a des petites rainures qu'on appelle des dents. C'est des stries qui vont aussi modifier un petit peu la couleur du son. Voilà. Et bien, le pied est percé puisqu'il est posé sur la laie, donc le réservoir d'air dont on a parlé tout à l'heure. Et quand l'air arrive, donc il souffle dans le tuyau. Et il fait sonner le tuyau vraiment comme une flûte, avec l'air se cogne ici, produit le son ici avec le biseau. Et le corps du tuyau va permettre de donner sa hauteur au son. Plus le tuyau est long, plus le son va être grave. Et plus le tuyau est court, donc plus le son va être aigu par conséquent. Voici ce que l'on appelle un tuyau à hanche. Pourquoi ce nom ? Alors tout simplement parce que ici le son est produit par une hanche et non pas par un biseau. Alors il se présente comme le tuyau à bouche, il a un pied et un corps avec un trou pour faire passer l'air, mais contrairement à l'autre, le pied ici s'enlève et le plus important se trouve à l'intérieur, ce qu'on appelle le noyau. Donc on trouve l'anche qui est ici en métal. Alors je vais essayer de soulever, voilà. Donc je soulève l'anche, c'est une petite languette métallique qui est posée sur un cylindre, un demi-cylindre métallique qu'on appelle la rigole, qui est creux, qui va servir de caisse de résonance en quelque sorte. Et ici, la petite tige qui est posée sur l'anche s'appelle la rasette et ça va servir à accorder l'anche. Alors, exactement comme tout à l'heure, la rasette, si on la pousse, ça va raccourcir l'anche et donc le son va devenir plus aigu. Si on la tire, ça va rallonger l'anche et le son va être plus grave. Ça permet d'accorder finement le tuyau à hanche. Et comme tout ceci c'est métallique, c'est les tuyaux qui souffrent le plus au changement de saison et qui se désaccordent le plus vite. Donc avec la dilatation, le noyau va enfler un petit peu et la rasette va tomber un tout petit peu. Donc le facteur va devoir venir plus souvent accorder ce type de tuyau-là, remonter la rasette pour bien accorder le tuyau. Ce système-là d'anche, c'est un petit peu comme quand on joue à l'école avec une règle qu'on coince au bord de la table, on fait vibrer et ça produit un son. Et c'est la même chose ici. Alors le son il va pas être provoqué par le doigt, mais par le vent aussi. Donc si je viens souffler dedans, l'anche va se mettre à vibrer et ça fait un son beaucoup plus puissant que le tuyau à bouche. Ça fait un son de klaxon. Alors Florian, tu nous parlais tout à l'heure des sonorités, mais peut-on avoir une petite démonstration tout de même ? Mais bien sûr. Alors donc je vous ai dit les sonorités ici du grand orgue sont écrites en noir. Donc maintenant que vous connaissez les tuyaux d'anche et les tuyaux à bouche, on va pouvoir écouter. Ici, je tire la montre harmonique qui est en fait les tuyaux qu'on montre. Donc c'est les tuyaux qu'on voit d'en bas qui sont placés devant le buffet. Et donc ça donne des sonorités flûtées assez puissantes.
aussi des tuyaux à bouche, mais plus doux, plus tendres. Hein. Salitionnal qui a la particularité d'être un tout petit peu désaccordé exprès pour donner une impression de vibration. On appelle ça un jeu gambé. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est les petits chiffres qu'il y a sous les noms des registres, qui correspondent en fait à la hauteur du tuyau. Tout à l'heure, je vous ai dit que les tuyaux étaient mesurés en pieds, et donc là, c'est la mesure du tuyau le plus grave de l'orgue pour chaque sonorité. Donc ici, on a tiré tout à l'heure la montre harmonique, elle est indiquée 8, ça veut dire que le tuyau le plus grave mesure 8 pieds. Salitionnal pareil, le tuyau le plus grave mesure 8 pieds, le bourdon pareil. Et maintenant on a des tuyaux qui vont mesurer 4 pieds pour le plus grave, donc 4 pieds, 2 fois plus court, ça va sonner à l'octave au-dessus. La doublette, 2 pieds, plus court encore, 2 fois plus court, encore l'octave au-dessus. Ça va vraiment enrichir le son en fait, parce que si je tire ma montre harmonique, je joue un Do, bon, c'est un son normal, hein, c'est les sons comme sur le piano, c'est un Do normal. Si je veux avoir le même ici, je suis obligée de jouer l'octave en dessous. Si je veux avoir le même ici, je vais jouer l'octave en dessous. Ça veut dire que quand je vais vouloir mélanger mes sonorités, ici, si je tire le prestant de 4 pieds, je vais entendre, si je joue cette note, je vais entendre celui-là. Si je joue la doublette, je vais entendre celui-là. Et on commence là à avoir quelque chose qui ressemble vraiment à l'orgue qu'on connaît et qui s'appelle le jeu de mixture ou le plein jeu. C'est un mélange de hauteur de son qui va donner quelque chose de très brillant. Alors c'est très pratique parce que justement si je voulais avoir ces 3 notes mélangées et que j'avais juste le rang de montre harmonique, il faudrait que je joue comme ça. Qui me mobilise les 2 mains et puis en extension, donc je ne peux pas jouer beaucoup plus de notes. Alors que là, vraiment, je peux jouer une harmonie riche. Et je peux continuer à mélanger comme ça, en rajoutant par exemple les registres qui correspondent au tuyau à hanche. Alors, j'ai un registre qui s'appelle la trompette de 8, donc une hauteur normale. Et le clairon qui est de 4 pieds et qui donc correspond à l'octave au-dessus. Mélanger les deux, ça fait un son assez puissant et riche. Les autres jeux, donc montre 8, prestant 4 et doublette 2. Là, c'est vraiment l'orgue comme on le connaît. Mais il n'y a tout de même pas de la fumée qui va sortir de là, Floriane. Quelle est cette fonction? Alors, c'est une boîte expressive en fait. Ce que vous voyez là qui s'ouvre et qui se ferme sont des petits volets qu'on appelle des jalousies. Les tuyaux du deuxième clavier, du récitatif, sont enfermés dans une boîte et cette boîte
peut s'ouvrir ou se fermer pour permettre au son d'être plus fort ou plus doux en fait. C'est comme si vous êtes dans une pièce et qu'il y a quelqu'un dans la pièce à côté de vous, vous l'entendez moins si la porte est fermée, vous l'entendez plus si la porte est ouverte. Là c'est le même principe. Jusqu'au 19e siècle, ça n'existe pas. On n'a pas besoin d'expression. C'est l'expression qu'on peut avoir par exemple sur le piano, sur un toucher où on va jouer plus fort, le son va être plus fort, on va toucher plus doucement, le son va être plus doux. On n'a pas ça du tout à l'orgue, c'est toujours le même son, qu'on appuie fort ou pas, c'est toujours le même son. Et au 19e siècle, c'est quelque chose qui manquait beaucoup aux compositeurs, d'avoir de l'expression. Donc les facteurs d'orgue ont imaginé pour eux de pouvoir faire de l'expression avec en quelque sorte l'ancêtre de la pédale de volume sonore qu'on retrouve ensuite sur les synthétiseurs et sur les pianos électroniques. Donc quand je vais jouer par exemple sur le récitatif boîte ouverte, on va entendre le son maximum. En plein cœur de la ville de Bourg, l'église construite au XIXe siècle par la volonté de l'archevêque de Bordeaux présente quelques particularités dues à son histoire, notamment son orientation. Durant la première moitié du XIXe siècle, la première église des Récollets est en mauvais état, mais la commission des monuments historiques et la commission des bâtiments civils de Paris s'opposent à sa restauration. En outre, le cardinal Donnet souhaite un renouveau du culte catholique et impulse la construction de nouvelles églises en Gironde.